Reconfinons la France, c'est ce que disent beaucoup de soignants. Emmanuel Macron n'a pas encore tranché. L'attente se transforme en supplice chinois pour les Français. Semble-t-il, le chef de l'État devrait trancher ce week-end avec les dernières données, notamment les données sur l'efficacité ou non du couvre-feu à 18h. Nous sommes avec Philippe Parola, le professeur Parola, chef du service maladies infectieuses à l'IHU de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes aux côtés de Didier Raoult à Marseille, sur le front depuis le début de cette pandémie. Bonsoir. Un reconfinement est donc à l'étude, ça serait le troisième. En tant que médecin, en tant que spécialiste justement des infections, est-ce que ces mesures de confinement, de couvre-feu, de contrôle du virus fonctionnent vraiment ? Écoutez, je vais essayer de ne pas vous donner ce qui est mon opinion. Vous avez assez de consultants. Certains de mes collègues viennent donner leur opinion à longueur de journée, ce qui rend sans doute difficile la décision de l'exécutif qui peut se laisser prendre en otage par une pression médiatique très importante. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que rapporte la littérature, quels sont les chiffres que nous étudions et puis notre expérience. À Marseille, il n'y a eu aucune incidence du confinement, qu'il soit dit serré ou light, comme nous l'avons connu. Une étude qui a été effectuée par des stars en épidémiologie de l'université de Stanford vient de sortir aux États-Unis et qui montre en étudiant les phénomènes de confinement en Europe que cela n'a eu aucune influence bénéfique sur la mortalité et sur la circulation du virus. Donc, mais c'est essentiellement les critères de mortalité et d'hospitalisation des plus âgés qui nous intéressent. Et enfin, je vous invite à étudier les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir sur les excès de mortalité pendant la crise Covid et qui montrent que les excès de mortalité, notamment pendant la deuxième épidémie, étaient les plus importants pendant le confinement. Et ça a du sens. Vous savez, vous allez confiner, si on fait un confinement strict, des gens qui peuvent être porteurs du virus, les jeunes, avec des gens plus âgés, qui sont fragiles, qui vont se contaminer et qui auront un accès aux soins qui va être retardé. Donc encore une fois, non, il n'y a aucune donnée significative qui montre que ces mesures sociales soient efficaces. À titre personnel, puisque vous me demandez mon avis personnel, mais je dissocie mon avis d'universitaire que je viens de vous donner et mon avis personnel, à mon avis, elles sont au contraire délétères, notamment pour les plus âgés, qui sont ceux qui sont victimes de l'infection. Pour vous donner des chiffres, puisque je ne parle que de ce que je connais, la moyenne des décès à l'IHU Méditerranée Infection est de 83 ans, mais je vous rassure aussi, 3/4 des patients hospitalisés de plus de 84 ans ressortent guéris. Donc il faut quand même regarder les choses de façon optimiste. C'est ce que je dis à mes personnels, c'est ce que nous constatons. Nous devons faire le job, c'est-à-dire soigner les gens avec un accès aux soins, un test précoce et un accès aux soins précoces. On en a déjà parlé. Et c'est ce qui est le cas, hein. La PHM, les services de réa s'adaptent pour accueillir les patients. Et puis la vie doit continuer. Je pense que vous devez, et les dirigeants, prendre en compte non seulement les dégâts économiques, ça c'est pas mon métier ni mon expertise, mais également les dégâts psychologiques et collatéraux médicaux lorsqu'on confine les gens, notamment qui ne sont pas malades. Donc en fait, si je vous suis bien, il faudrait faire le point sur vraiment qui meurt du Covid aujourd'hui. C'est un point qui n'est plus fait d'ailleurs par les autorités sanitaires. C'était fait lors du premier confinement par le professeur Salomon, ce n'est plus le cas. Il y a un facteur essentiel, c'est l'âge, mais on pourrait peut-être rajouter aussi l'obésité et le dire. Oui, tout à fait. Si on regarde les chiffres, je pense que autant c'est pas une bonne idée d'angoisser les gens avec un compte à rebours quotidien, tant de cas, tant de morts. Vous savez, malheureusement, nous médecins, voyons des gens mourir tous les jours. Malheureusement, dans la plupart des hôpitaux, c'est comme ça. On est très heureux d'en guérir le plus grand nombre. Mais effectivement, il faut savoir, les chiffres sont disponibles, il faut les étudier. Qui sont les patients fragiles, qui décèdent du Covid et les prendre en charge. Encore une fois, même les patients âgés, on peut les soigner, on peut les guérir. Et bien sûr, vous avez raison, ça ressort très nettement dans les mortalités importantes aux États-Unis, au Mexique ou au Pérou. L'obésité est un facteur de gravité chez les jeunes, c'est-à-dire les moins de 65 ans qui en théorie ne devraient pas avoir des formes fatales de Covid. Malheureusement, certains sont en réanimation justement par des facteurs de risque, cancer essentiellement ou obésité. Et si vous ajoutez cela un retard à l'accès aux soins,
Aux États-Unis, on le comprend bien, vous connaissez bien les histoires d'assurance pour aller se faire soigner. Dans notre pays, ici, au mois de mars-avril, c'était parce qu'on nous avait dit, vous avez dit, restez à la maison jusqu'à avoir des difficultés respiratoires. Heureusement, ça c'est fini. Mais l'obésité est effectivement un des facteurs de risque que nous avons retrouvé ici, ainsi que la plupart des équipes internationales. Alors, il y a les variants. Tout à l'heure, Olivier Véran nous expliquait qu'aujourd'hui, 2000 patients par jour sont touchés par les variants. Vous aviez évoqué la dernière fois que nous étions ensemble le variant méditerranéen qui est apparu, je crois, au cours de l'été. Que constatez-vous, vous, à Marseille, concernant ces variants ? Écoutez, oui, je vous avais expliqué le retard phénoménal que nous avons en génomique dans le pays, en capacité d'équipement des hôpitaux. Et pour vous donner un chiffre, la France est nettement derrière le Sénégal ou l'Égypte par rapport au nombre de génomes obtenus, par rapport au nombre de cas. Alors oui, Marseille a été les premières à se mettre en ordre de bataille pour séquencer avec le variant méditerranéen de juillet-août, puis le variant qui circule actuellement, que nous avons appelé le variant 4, puis l'émergence de ce fameux variant dit anglais ou sud-africain qui représente 5 à 10% de nos diagnostics. Nous augmentons encore l'effort à l'IHU avec le soutien de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour faire jusqu'à 500 ou 600 génomes par semaine, ce qui est extraordinaire à l'échelle du pays, ce qui est ridicule à l'échelle des Anglais ou des Asiatiques, bien entendu. Alors après, il y a ce variant. Est-ce qu'il est plus contagieux? Est-ce qu'il est plus, c'est ce que semblent donner les datas anglaises? Est-ce qu'il est associé à des formes sévères alors que par exemple le variant méditerranéen de l'été était associé à des formes au contraire plus bénignes? Nous verrons bien. Ça change pas la stratégie. Il faut prendre en charge les gens tôt et si vous les confinez, vous les prendrez plus tard. C'est comme ça. Mais moi je voudrais savoir, parce que j'entends certains dire c'est une nouvelle épidémie qui commence avec ces variants. Alors Olivier Véran, il dit c'est une épidémie dans l'épidémie. Alors est-ce que c'est une épidémie dans l'épidémie? Est-ce que c'est une nouvelle épidémie, auquel cas on a l'impression de revenir en arrière, de revivre finalement ce qu'on a vécu cette année? Qu'en pensez-vous? Je suis très heureux que ce que nous disons depuis le mois d'août et que nous avons écrit et publié, ces données étaient accessibles à un certain nombre de mes collègues. Et je comprends que vous soyez perdus. On dit dans les médias que les variants, ça n'existait pas, que les mutants, ça n'existait pas. Je crois que le ministre, à un moment donné, n'avait pas les idées claires là-dessus. Oui, les variants apparaissent, les variants apparaîtront. Le variant anglais, d'ailleurs, il y a une hypothèse qui suggère qu'il est peut-être dû à une pression de sélection du remdesivir, le médicament inefficace et toxique que nous n'utilisons plus, associé à l'utilisation de plasma chez des gens qui portaient le virus de façon très longue. Donc vous savez, les variants peuvent apparaître à travers un réservoir animal, ils peuvent apparaître sur une pression de sélection de médicaments, surtout quand ils ne marchent pas. Ensuite, quelle incidence? On verra bien. C'est bien sûr très important de pouvoir les tracer. Est-ce que ça change les choses? Et pour en revenir à ce que vous dites, oui, nous sommes, et nous le disons depuis le début, plutôt à une deuxième épidémie, voire une troisième, liée à un autre variant. Il y en aura peut-être d'autres. C'est pour ça qu'à la fin, il faut peut-être réfléchir à cela, adapter nos structures de soins, de diagnostic, de prise en charge précoce, reconfiner les gens cette fois-ci, puis la fois d'après, puis la fois d'après. J'ai du mal à imaginer cela, tant pour l'économie de mon pays que pour le moral de sa population. Et encore une fois, je suis un soignant en première ligne. Je ne minimise pas l'effort des personnels et les conséquences que ça a pour la vie des soignants. Mais je pense, vous savez, j'ai des amis, j'ai des familles comme vous, hein, donc la vie confinée. Si en plus elle est associée à aucune efficacité, si vous me demandez mon avis personnel qui est soutenu par l'absence de littérature, il ne faut pas le faire. Un dernier mot sur la vaccination. Il nous est dit finalement avec ce vaccin Pfizer, ARN messager, puisque c'est celui-là qui aujourd'hui est utilisé en France principalement, finalement la vaccination va nous protéger quasiment à vie du Covid, ou en tout cas longtemps du Covid. Or, contre la grippe, on se vaccine chaque année parce que la grippe est différente chaque année. Quel est votre point de vue là-dessus ? Je crois qu'il faudra observer. Il y a des éléments pour, des éléments contre. J'ai 2 minutes pour vous les expliquer. Premièrement, les Israéliens nous apporteront beaucoup de réponses. Ils ont pu vacciner 25% de leur population. Deuxièmement, les vaccins actuellement utilisés en France ont une cible, la protéine dite spike. Le problème, c'est que si le variant ou les virus mutent et que leur protéine spike change, eh bien, ça pourra être un problème pour l'efficacité de ce vaccin qui, de toute façon, ne sera pas de 100%, qui est une arme très importante pour lutter contre l'épidémie. Mais il faut
faut bien sûr poser les bonnes questions. Vous en posez une. Faudra-t-il modifier ces vaccins? Faudra-t-il faire comme les Chinois qui font une soupe de virus? On dit ça de façon disons technique, c'est-à-dire au lieu de viser une seule protéine, eh bien ils ont mis plusieurs bouts de virus inactivés, ce qui permet peut-être une moindre efficacité immédiatement, mais peut-être à plus long terme. Donc c'est une vraie question que cette question des vaccins, elle sera à l'étude dans les prochains mois. Là, nous avons une arme, il faut l'utiliser. Il ne faut pas la surestimer et ne pas oublier le diagnostic précoce, le traitement précoce, qui sont les seuls éléments d'analyse épidémiologique qui ont montré qu'on arrive à baisser la mortalité à l'échelle du pays. Le confinement n'a pas montré du tout cela.